Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des commentaires et des décryptages. Alors pour ce dimanche, 5 sujets sont sur la table des débats. Il s'agit donc des attaques perpétrées contre le poste de douane de Batié et contre une patrouille du commissariat de police du district de Solé dans le nord du pays. Des attaques qui ont fait 2 morts cette semaine. Nous parlerons également de la décision du Conseil constitutionnel qui a jugé le nouveau code électoral conforme à la Constitution suite au recours introduit par l'opposition. Autre sujet, l'ultimatum d'1 mois lancé par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme aux acquéreurs des parcelles non mises en valeur dans la Zaka Ouagadougou. Les acquéreurs sont sommés de se conformer au cahier des charges sous peine de retrait des terrains. L'opération de collecte de fonds lancée par le ministère en charge de la solidarité nationale pour soutenir le retrait des enfants en situation de rue est également au menu de cette émission. Et en page internationale, nous parlerons de la République démocratique du Congo avec la publication par la CENI de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle de décembre prochain. 6 candidatures, dont celle de Jean-Pierre Bemba, ont été rejetées. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 3 confrères pour le moment de la presse nationale. Il s'agit de Boukari Woba de Mutation. Bonjour Woba. Bonjour Sayan. Nous avons avec nous Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Sayan. Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina est également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Et nous attendons d'un moment à l'autre Abdoulaye Tao de l'économiste du Faso. Alors, merci en tout cas de votre présence sur ce plateau. Alors, c'est un sujet dont on aurait voulu se passer, mais l'actualité nous l'impose. Les attaques terroristes ont encore fait 2 morts au cours de cette semaine. Alors, je le disais tantôt, un douanier à Batié et un policier à Solé. Alors, quelle réaction justement à cette actualité? Oui, Woba. Merci, c'est une triste actualité, mais une situation à laquelle les Burkinabés ont commencé à s'habituer depuis un bon moment quand même. Ces morts-là, on ne les compte plus. Nos forces de défense et de sécurité qui sont harcelées tous les jours dans leurs fonctions. Et donc, pour une fois encore, c'est toute la nation qui est en deuil et les corps particulièrement auxquels appartiennent donc ces 2 Burkinabés-là qui sont tombés. Ça appelle tout simplement à davantage de vigilance et au renforcement particulièrement des postes de garde. Parce que sur le cas particulièrement de Batié, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'informations qui ont circulé comme ça sans qu'on ait pu réellement les vérifier, mais sans qu'il y ait eu non plus de démenti. Comme quoi celui qui a été abattu, il était seul à son poste de garde. Et si c'est là, dans une situation d'insécurité comme celle que nous connaissons depuis plusieurs années maintenant, je crois que c'est des choses à corriger. Parce que vous imaginez que ceux-là qui attaquent, rarement ils sont seuls. Ils ne viennent pas une personne ou 2 personnes. Généralement, ils sont au moins 3. Et quand vous avez 3 personnes face à un seul agent qui est de garde, je crois que le combat il est véritablement déséquilibré, surtout que c'est des gens qui attaquent par surprise. Donc c'est d'appeler davantage nos forces de défense et de sécurité à revoir en tout cas leur stratégie sur le terrain pour faire face donc à ce phénomène-là. D'accord. Alors, on voit également que pratiquement maintenant, toutes les parties du pays sont touchées par ces attaques. La zone de Batié, le sud-ouest, c'est une zone qui avait été épargnée jusqu'à présent. Oui, il n'y a pas de zone de protection au Burkina. Le sud-ouest est frappé, le nord est frappé. Ça veut dire à moins d'une journée d'intervalle, ça veut dire que c'est tout le territoire national qui est aujourd'hui en insécurité. Et ce qui frappe, comme on l'a dit, c'est vraiment
l'intensité de ces attaques-là. 5 heures durant donc, que le poste de douane de Bati a été l'objet de tirs. Pour ce qui est de Soleil, il y a d'abord eu la patrouille qui a été attaquée, ensuite le commissariat, qui avait vraiment un certain acharnement, si on peut utiliser le terme. C'est tout cela donc, auquel on est confronté aujourd'hui. On va un peu évoquer ce à quoi on doit passer désormais. Je pense qu'il y a cet état de fait-là. Il y a d'abord ce changement de pratique qu'il faut peut-être. Aujourd'hui, il est vrai que compte tenu des effectifs dans certains postes de gendarmerie ou de police ou même de douane, on est obligé d'avoir un seul élément donc, qui est de garde, parce que si vous n'êtes que 5, vous ne pouvez pas rester tous les jours, tous de garde. Donc, il va falloir nécessairement repenser comment tenir donc, la garde, parce que seul, vous ne pouvez pas résister à ces personnes-là. Il y a déjà aussi la nécessité de travailler à la clôture de ces postes. On voit certains postes qui sont vraiment exposés donc à l'air, pour ne pas dire donc, aux attaques terroristes, sans clôture, sans même une délimitation donc, qui permet d'avoir, en tout cas de faire une protection avant toute éventuelle riposte. Et nécessairement, il va falloir même aller au-delà des clôtures pour moi, pour installer, comme on le voit à Ouagadougou ici, au niveau des casernes et autres points, en tout cas stratégiques des forces de défense et de sécurité, des postes vraiment de combat. Ensuite, il va falloir donc, au-delà de ça, travailler, parce que je pense qu'aujourd'hui, je me suis amusé à faire un décompte un peu macabre et j'ai été édifié. Nous comptons depuis le début de l'année au moins une vingtaine de gendarmes qui sont tombés dans ce processus de terrorisme, également une dizaine de policiers et au moins 2 douaniers. Vous avez des promotionnaires de ces personnes-là, des collaborateurs de ces personnes-là qui ont le moral qui baisse de jour en jour. Parce qu'il y a cette espèce d'incompétence, d'une certaine manière, d'impuissance face à ces forces-là qui gagnent de jour en jour certainement les troupes. Donc il va falloir nécessairement travailler à remonter le moral de ces troupes-là, en tout cas de trouver le moyen pour juguler la baisse du moral au niveau de ces troupes-là, pour qu'elles puissent être, parce qu'on peut éventuellement travailler à l'équipement, au renforcement des sites, comme on l'a dit, mais si les gens ne sont plus motivés à continuer cette lutte-là, ils se disent que voilà, ils sont laissés à eux-mêmes face aux terroristes qui viennent tuer beaucoup de leurs promos. Il va falloir vraiment les galvaniser. Je pense qu'il faut vraiment une solution qui touche tous ces domaines-là pour permettre d'avoir une réaction efficace. Oui, Zoubaviel. Oui, je pense que Hyacinthe Ouval a aussi bien dit, vous-même vous l'avez dit, on aurait voulu ne pas en parler, mais l'actualité nous commande de le faire. Hyacinthe l'a dit, c'est un des comptes macabres que nous voyons aujourd'hui. Une trentaine de personnes tuées. Et sur les théâtres d'opération, il y a de quoi fouetter quand même le moral du reste de la troupe. Mais aussi, nous sommes un pays vulnérable. Nous avons 6 frontières avec une armée qui a été surprise par le phénomène terroriste depuis un certain temps. Quand vous prenez le Sahel, on vous parle de terrorisme. À l'est, c'était le braconnage, il y a eu le grand banditisme. Dans le sud-ouest, il y a l'orpaillage, avec tout ce qu'il y a comme produit que les gens prennent et autres. Bon, jusque-là, il n'y a pas eu d'enquête pour essayer de voir est-ce que c'est le même phénomène qu'on a aussi bien et au nord, à l'est, qu'au sud-ouest ou à l'ouest. Je pense que si on a une identité de ce à quoi on a affaire, on peut adapter les moyens. Au sud-ouest, je ne sais pas, c'est du terrorisme, c'est du grand banditisme, c'est du braconnage qui a conduit à tout ça, on n'en sait rien. Et c'est là tout le problème. Je comprends qu'il est difficile aujourd'hui d'alerter, de mettre une armée en état d'alerte toute une année durant. Mais aujourd'hui, le phénomène commande qu'on repense même la structure sécuritaire du pays. C'est important. Vous avez le président du Faso qui avait en son temps rencontré les chefs, les responsables militaires pour dire qu'on allait prendre le taureau par le cornes. Bon, ça a été un vœu. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un vœu pieux. Voilà, les résultats sur le terrain ne sont pas à la hauteur des attentes. Mais ça peut se comprendre parce qu'aujourd'hui, comme je le dis encore, nous avons 6 frontières avec une armée qui n'était pas vraiment préparée à ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, aussi bien les populations que le gouvernement doit se rendre compte que ce qu'on a aujourd'hui comme dispositif ne prospère pas, puisque jusque-là, il y a encore, il faut repenser la chose. Et pour revenir à ce que Ouba disait, 5 heures du temps
On n'a pas encore mené les enquêtes, on ne sait pas si effectivement c'est le cas. Mais si c'est le cas, un poste de douane à la frontière de 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, où il n'y a qu'une seule personne qui fait la garde, si les enquêtes révèlent que c'est vrai, il y a un véritable problème à ce niveau. Et ce d'autant plus que la gendarmerie est à Batié, la police est à Batié, et le camp, il y a un camp au niveau de Gawa. Si 5 heures de temps, on peut pilonner une brigade sans qu'il y ait une intervention et qu'après le départ des assaillants, on parle de ratissage, je pense qu'il y a lieu quand même de faire une introspection. Ce n'est pas vraiment pour saper le moral des troupes, comme ils aiment à le dire quand on commence à... Mais vraiment, il faut repenser la chose pour redonner quand même, comme Hyacinthe le disait, foi à ceux qui sont encore sur le terrain. D'accord. Alors, il y a des questions également qui se posent. Beaucoup de personnes se demandent si ces attaques sont réellement des attaques terroristes comme dans d'autres pays, comme le Mali. Est-ce que pour le Burkina Faso, ce n'est pas un cas spécifique avec... Ça sème la terreur ou non? Bon, C'est la question qu'il faut se poser. mais est-ce que c'est des terroristes qui sont derrière? Mais si ça sème la terreur, ce sont des terroristes qui veulent installer le djihad, qui revendiquent Mais on a un des territoire. djihadistes qui derrière, en fait, sont des trafiquants de drogue, qui brandissent la chose de l'islam, mais derrière, ce sont des trafiquants de drogue ou des trafiquants de cigarettes. On a des personnes qui sont des bandits de grands chemins, qui brandissent aussi, qui rentrent dans le flot. Pour moi, eux tous, ce sont des terroristes du moment où ils sèment la terreur. D'accord, oui. Alors, Tao. C'est une question qui se pose effectivement. Et je suis d'accord avec l'analyse faite par Nadir. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'on détermine à qui on a affaire. Parce que les premières attaques avaient... On avait supposé que derrière les premières attaques, c'était une répression politique. Hein? Il y avait une dimension politique dans les attaques qu'on a eues au premier moment. Aujourd'hui, mais avant ces attaques, n'oublions pas qu'il y avait les braquages, hein? Oui. Qu'il y avait les conflits entre voisins à l'est, au nord, qui se débouchaient par des assassinats ciblés. Donc, il faut qu'effectivement, on travaille sur la nature à qui on a affaire. Ça permet d'apporter une réponse, je crois, appropriée. Je suis d'accord que ça crée la terreur. Ça, il n'y a pas de... Mais il y a terreur et terreur. Quand c'est des braconniers, quand c'est des braqueurs, c'est des filières souvent qu'on sait remonter, qu'on a l'habitude de remonter. Mais quand c'est les djihadistes, on a du mal. On a du mal parce que généralement l'ampleur est plus grande. Et c'est des cibles politiques qu'ils visent avec des effets attendus qui ne sont pas les mêmes que quand on braque, par exemple, le cas des miniers sur la route à l'ouest. Vous voyez, ce n'est pas la même dimension. Mais quoi qu'on dise, il y a toujours des morts. C'est pour ça que je suis d'accord avec mon voisin d'en face. Il faut effectivement qu'on essaie de faire la différence et de traiter. Parce que dans leur terme, c'est ça. Il faut traiter le problème en fonction de la nature de l'adversaire. Autre chose, moi, je ne veux pas qu'on rentre dans cette histoire de découragement. Vous savez, il y a des pays qui sont tombés dedans avant nous. En France, c'est depuis les années 90, hein. Jusqu'à aujourd'hui, ça change de forme, il y a toujours des attaques. Hein? Et ce n'est plus les bombes, c'est les attaques au couteau, parce qu'ils ont apporté une réponse qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de traverser leur pays avec une bombe, de la placer quelque part dans un lieu public. Nous aussi, on est au début, le gouvernement a déjà déployé des moyens, c'est insuffisant, ça se voit que c'est insuffisant. Notre armée, sa capacité d'adaptation, on ne sait pas où elle en est, parce que justement, elle se trouve en face de plusieurs menaces. Comment traiter ces menaces? Et si l'opinion publique n'est pas avec l'armée, parce que c'est ça. Si l'armée se sent abandonnée, si l'armée devient une cible, et si nous, on continue de travailler de cette façon, c'est-à-dire de mettre dans la tête des gens que c'est des cibles à qui on ne donne pas de moyens, et que nous les encourageons justement à baisser les bras, on va se retrouver dans un vrai cul-de-sac. Ça va être la psychose générale. Mais en tant que journaliste, on est obligé de... Non, j'ai dit... Il y a des moyens, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Si le moral est bas, le moral est bas. Si on reconnaît... Non, on reconnaît... Non, moi, je suis d'accord avec ton analyse. On reconnaît que les moyens sont insuffisants. On reconnaît que notre armée doit s'adapter. Et cette adaptation ne va pas se faire du jour au lendemain, en fonction de la menace. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que l'opinion aussi se dise qu'effectivement, il y a des efforts qui sont faits, ce n'est pas suffisant, mais... gardons l'espoir que la réponse va vite arriver, trouvons les meilleures solutions, parce que si tout le monde se met dans la psychose, que même les gendarmes qui tombent, on dit qu'ils sont formés pour ça, les policiers qui tombent, ils sont formés pour ça, eux aussi, ils vont s'adapter, parce qu'une poste de garde qu'on attaque,
Bon, la garde, c'est quoi? Généralement, c'est pour donner la lettre, riposter en attendant que les renforts arrivent. Si on n'est pas capable de le faire, c'est qu'il y a un problème. Donc, je ne néglige pas ça. Ça, c'est une réalité. D'accord. OK, oui. Woba voudrait réagir. Sur le fait de connaître exactement les individus non encore identifiés auxquels nous avons affaire, ça demande qu'on arrive à mettre la main sur ces gens-là. Or, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire très souvent. Quand vous regardez, pour une des rares fois, avec l'anticipation que nos forces de défense et de sécurité ont eu dans l'affaire de Rayongo, c'est un cas qui nous a donné beaucoup d'informations. Le cas Rayongo a donné beaucoup d'informations, plus que n'importe quel autre acte terroriste qui a été perpétré dans notre pays. Même les attaques les plus spectaculaires, Capuchino, même l'état-major et autres, mais l'enquête n'est qu'au début. Mais à Rayongo, comme on les a pris par surprise, sur place, nous, on a trouvé des indices suffisamment importants. Et même qu'on a mis la main sur un individu qui est encore vivant et qu'on peut contraindre à des témoignages. Donc, il faut qu'on soit à mesure de mettre la main sur les personnes qui attaquent. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand on dit que le poste a été attaqué pendant 5 heures de temps avant qu'il y ait du renfort, vous ne pouvez pas mettre la main sur eux. Après, vous allez ratisser, même si vous prenez des individus, vous les avez pris, mais vous n'avez même pas la certitude que ce sont ces mêmes-là qui avaient attaqué. Donc, à ce niveau, il y a véritablement problème. Ce n'est pas le fait d'être attaqué. C'est être capable d'apporter la riposte lorsqu'on est attaqué. Or là, on n'a pas l'impression que nos forces de défense sont toujours préparées à apporter la réponse nécessaire en cas d'attaque. Et par rapport au phénomène, il y a des situations quand même qu'on trouve que c'est nouveau, c'est une évolution d'une partie du territoire à l'autre. À l'Est, tout le monde savait, c'est le grand banditisme, c'est des braquages, le braconnage, mais avec le véhicule de la gendarmerie qui a sauté l'autre jour, qui fait 5 gendarmes morts. Mais on n'a jamais vu des braqueurs, des braconniers, des coupeurs de route procéder ainsi. Donc quand on en vient à des engins explosifs, n'allons pas chercher loin. C'est quand même un acte hautement terroriste, c'est un attentat. Ça peut être des braqueurs qui veulent brouiller les pistes. C'est pour ça que moi je dis de ne pas rentrer dans cette catégorisation pour l'instant. Il faut traiter le problème. Non, en fait, c'est important de savoir à qui on a affaire. Quand je parle de catégorisation, l'idée ici, c'est d'éviter que nous restions dans le carcan du G5 Sahel. Aujourd'hui, dans le cas du G5 Sahel, on parle de terrorisme. Est-ce que c'est la même nature d'attaques que nous avons au sud qui peuvent nous contraindre à impliquer des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana dedans? C'est un peu ça. Maintenant, si c'est de l'orpaillage traditionnel, comme ils en ont l'habitude souvent, avec les produits prohibés et autres, d'attaquer des postes dans une logique d'anticipation, ça c'est une autre nature de problème. Et en ce moment, vous savez que c'est circonscrit. Parce que comme le disait le grand frère Tao, tant qu'il y a une idéologie qui accompagne une attaque, soyez-en sûrs, le bout du tunnel, vous ne le verrez jamais. Comme c'est le cas au niveau du Sahel. Mais le grand banditisme, les braquages, le braconnage et autres, nos forces de défense et de sécurité en sont habituées. C'est-à-dire que si vous identifiez qu'aujourd'hui que non, ce sont des orpailleurs, vous pouvez même prendre des mesures conservatoires. Les orpailleurs sont là sur des sites et autres. Vous pouvez prendre des mesures conservatoires et essayer de bloquer. Mais maintenant, quand c'est une idéologie qui accompagne la chose, il faut s'adapter et sortir du carcan du G5 Sahel et aller vers des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, pour demander une sorte de collaboration aussi, pour qu'on ne reste pas confiné dans le Sahel burkinabé, pour dire que non, c'est là-bas qu'il y a la menace, et pourtant, c'est comme une sorte de métastase aujourd'hui. On peut dire qu'il y a déjà une collaboration avec ces différents pays que vous avez cités, parce que dernièrement, on avait assisté à une opération de ratissage entre le Burkina, le Togo et le Ghana, je crois, qui avait abouti en tout cas à l'arrestation de voilà. Mais c'est une activité ponctuelle. C'est une activité ponctuelle. Et quand une activité est ponctuelle, ça veut dire que vous le faites aujourd'hui et vous attendez peut-être, je ne sais pas, c'est dans 6 mois. En fait, mais aujourd'hui, il faut mettre les forces de défense en état d'alerte et leur donner les moyens. Quand on parlait des moyens de suite là, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Aujourd'hui, si vous traquez des bandits dans la zone sud où il y a des forêts, s'il n'y a pas un hélicoptère pour soutenir les forces terrestres, ça ne marchera pas. Parce que vous avez les mêmes moyens qu'eux.
ils ont l'avantage peut-être de connaître plus le terrain que vous. Parce que c'est des trafiquants, ils connaissent tous les sentiers et autres. Si vous n'avez pas un hélicoptère, par exemple, qui peut donner une sorte d'aperçu et indiquer, ça pose un problème. Et c'est en cela qu'on parle de moyens. Sinon, on ne dit pas de déployer, je ne sais pas, des chars dans cette zone-là. Oui, d'accord. Réaction très Non, rapidement. il y a juste Yacine. un point sur lequel je pense qu'on n'arrive pas peut-être à s'entendre. Pour moi, lorsqu'on te diagnostique le palu, tu soignes le palu avant de chercher à savoir où tu as pu le contracter. C'est aussi simple que ça. Tu as une attaque, quelqu'un qui t'attaque, tu ripostes, avant de pouvoir mener des enquêtes pour savoir éventuellement d'où il vient, tu as un problème ponctuel, tu le règles. Parce que là, sinon on met... parce qu'il y a ça aussi, il y a cet esprit, ce travail de l'esprit-là dont a parlé Tawa à l'instant. On va aller sur plusieurs fronts, alors que le problème est là. On va dire, bon oui, il faut qu'on détermine d'abord des personnes, vous avez par exemple des personnes dans certains cas, qui ramassent même les assaillants qui sont tombés, qui ramassent les cadavres pour répartir. Vous allez perdre le temps à rester, à essayer de mener des enquêtes alors que vous avez les moyens de... Vous avez d'autres prérogatives, c'est de travailler à moitié. Je veux dire, il faut les empêcher de venir à vous. C'est pas, ça allait savoir. Il faut, quand ils viennent à vous, ils ne doivent pas répartir. Aussi simple que ça. Il faut travailler sur ces différents fronts avant de maintenant aller à la source pour savoir déjà qui ils sont, pourquoi ils viennent à vous, pour pouvoir traiter. Ça, c'est un problème à long terme. À court terme. Oui, d'accord. Donc, on va laisser Tao réagir. Rayongo, c'est un bel exemple d'anticipation. Hein? L'attaque de l'état-major, c'est un bel exemple de réaction. Ça veut dire que quand c'est possible, nos chefs et nos forces de l'ordre sont capables d'agir et d'anticiper. Mais sachons aussi que c'est un travail qui s'est fait un peu dans l'ombre. Est-ce que vous voyez, anticiper, ça veut dire qu'on travaille déjà sur une cible depuis longtemps et on l'a su, on peut la perdre. Et puis elle peut même frapper avant que vous n'interveniez. Est-ce que vous voyez, empêcher de frapper, si on est dans le contexte du terrorisme de façon générale, empêcher de frapper, c'est bien. Mais ce n'est pas toujours qu'on va arriver à empêcher de frapper. Moi, ça, psychologiquement, il faut que les gens s'adaptent à cette réalité. Ce n'est pas toujours qu'on empêchera de frapper. Et là où je suis d'accord avec Sanou, s'il frappe, notre capacité de réaction, c'est ça qui va nous donner cette assurance. Quand vous voyez en Europe, il frappe. Mais dans les 48 heures, qui suivent, dans la semaine qui suit, on a les identités, on sait remonter la vie. Je pense que progressivement, on doit peut-être tendre, à défaut d'anticiper, d'avoir une bonne capacité de réaction quand on est attaqué. D'accord. Alors, on n'a pas trop de temps, il faut peut-être qu'on avance dans le débat en 30 secondes. Oui, bon, d'abord, Zoubavé qui parlait de mettre nos forces de défense et de sécurité en alerte. Je ne sais pas si depuis 2015 nous ne sommes pas en alerte, je ne sais pas à quel moment nous allons être en alerte. Je pense que les forces de sécurité sont en alerte. Je ne sais pas à quel stade d'alerte on doit être encore. Aujourd'hui même nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence, ce n'est pas quand on prend un arbre pour le décréter. Nous sommes en état d'urgence. Donc l'alerte, elle est là et elle doit être à son maximum. Par rapport à la réaction, moi je pense que lorsque l'attaque est perpétrée dans la capitale, dans une ville comme Ouagadougou, même ceux qui viennent pour opérer là ne viennent pas pour repartir vivants. Ils savent que c'est quasi impossible. Les 3 attaques qu'on a eues dans la capitale, à chaque fois, les terroristes ont été neutralisés. Mais sauf que lorsqu'on les neutralise, le vrai travail qui va nous apporter de l'information, qui va nous permettre de progresser, c'est le travail qui va suivre. C'est l'enquête judiciaire. Mais en aucun cas, on a vu des résultats probables d'une enquête judiciaire. On va nous dire que les dossiers suivent leur cours, mais on ne sait pas à quel stade. Ça ne permet pas d'avancer. Là où il faut réagir et montrer qu'on a une vraie capacité de réaction, c'est quand c'est hors de la capitale. Or, malheureusement, la plupart des attaques qui ont eu lieu hors de Ouagadougou, en province notamment, généralement, les personnes, ils attaquent et s'en vont. Il n'y a pas une vraie riposte pour leur donner ne serait-ce que la mort. Donc, la réaction, lorsque c'est à l'intérieur du pays, et puis quand c'est dans la capitale, ce n'est pas la même chose. Parce que quand ils viennent attaquer et qu'ils sont dans un bâtiment, mais toutes les forces de défense et de sécurité se mobilisent autour. Mais écoutez, vous allez mourir. Il n'y a pas d'autres issues. En province, ce n'est pas la même chose. On attaque et puis on reprend les motos et on s'en va. Oui. Et là, ça veut dire que nous ne sommes pas... D'accord. Alors, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, c'est que jusque-là, moi j'ai l'impression que c'est la police, la gendarmerie, bon, l'armée et la police qui sont suffisamment dotés, qui sont mis à contribution dans cette lutte-là. Parce que visiblement, jusque-là, on ne parle que de ces 2 corps-là, sans tenir compte des eaux et forêts et des douaniers et autres là. Moi, je me dis que tous les corps paramilitaires, y compris même la police municipale,
doit rentrer dans le dispositif de défense de la nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des douaniers qui sont dans les postes frontaliers, il faut qu'ils soient armés comme des militaires, avec des armes de guerre au besoin, pour faire face à ce qui pourrait advenir. Parce que maintenant, comme Hyacinthe le disait en début d'émission, on commence à compter, hein, et ça joue sur le moral aussi. Donc, il faut mettre tout le monde dans le dispositif. Faut pas D'accord. On a bien compris, en tout cas, votre position d'intégrer les paramilitaires, en tout cas, dans ce dispositif de lutte contre le terrorisme. On va progresser dans cette émission parce que nous sommes pris par le temps. On va parler d'un autre sujet. Alors, on sait qu'avec le vote de la loi sur le code électoral, l'opposition avait introduit un recours donc, auprès du Conseil constitutionnel. Le verdict est tombé au cours de la semaine. Le Conseil constitutionnel, là-dedans, son verdict lundi dernier, a jugé le nouveau code électoral conforme à la Constitution. Alors, c'est que ce code avait fait l'objet de beaucoup de polémiques et de querelles. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, en tout cas, de la bataille judiciaire, Wouba? Oui, de la bataille judiciaire, on peut dire, sauf si éventuellement les requérants envisagent un recours au niveau international ou sous-régional, parce que je crois que c'est possible de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. C'est ce qui a été fait, parce qu'on a une jurisprudence en la matière. La loi dite de shérif ou bien la loi d'exclusion avait été attaquée d'abord à l'intérieur. Donc, elle avait été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel et puis ils sont allés au niveau régional pour attaquer auprès de la Cour de justice de la CEDEAO qui a rendu un verdict. Chacune des parties avait dit qu'elle a raison. L'opposition estimait que le verdict lui était favorable. Ceux qui avaient adopté la loi aussi avaient dit que le verdict leur était favorable. Donc, l'opposition, si elle veut continuer dans la bataille juridique, peut toujours envisager le recours de la Cour de justice de la CEDEAO. Seulement, je me demande qu'est-ce que ça va changer à la situation. Le débat juridique, de mon point de vue, il est clos et en réalité, ce débat ne pouvait pas tellement prospérer. Il ne pouvait pas tellement prospérer. Pourquoi? Parce que la question de la Constitution ne dit pas grand-chose sur les élections. La Constitution, je crois, c'est à l'article 12 qui dit que tous les Burkinabés, sans exclusion, ont le droit de participer à la gestion de la société et des affaires de l'État. Et à ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi. Voici tout ce que la Constitution dit. Et les conditions prévues par la loi, c'est quoi? C'est ce que le code électoral va édicter. Dans la Constitution, on ne vous parle même pas de carte d'électeur. On ne vous parle pas de CNB, de passeport, de quoi que ce soit. Il n'y a pas tous ces détails. Toutes ces pièces de votation-là, c'est une loi, notamment le code électoral qui les a fixées. Si on ne veut pas tenir compte du code électoral, moi-même, je peux me lever sans carte d'électeur et autres, me présenter devant un bureau de vote, dire je vais voter. Parce que la Constitution a dit qu'il faut être burkinabé. Bon, voilà, moi je suis burkinabé, je vote et puis bon, voilà. Parce que la Constitution n'a pas dit qu'il faut apporter telle pièce. Donc, il y a une loi spécifique sur les élections qui détermine, qui balise en fait, voilà, les conditions de vote. Et parmi ça, il y a les pièces de votation. Et c'est ce qui nous a conduit au débat sur la carte consulaire. Donc le débat juridique ne peut pas prospérer, mais le débat politique, il est toujours là. La question de l'exclusion, je crois que ceux qui défendent ça ne manquent pas d'arguments politiques pour continuer le débat. Seulement, du point de vue juridique, ça ne va pas trop prospérer. Oui, justement, vous avez touché ce point politique, en tout cas, à travers la réaction des politiques, des états-majors, en tout cas de certains partis politiques. On a vu, en tout cas, des arguments comme quoi c'est vrai que sur le plan judiciaire, la messe est dite, si on peut s'exprimer ainsi, mais le débat continue sur le plan politique parce qu'il ne s'agit pas forcément de la constitutionnalité de cette loi. Tao. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit prudent parce que par rapport à la loi Chérif, on a vu que l'opposition a perdu du temps à chercher à contrer juridiquement cette décision alors que les autres se préparaient à aller aux élections. Et si on y prend garde, on risque d'aboutir au même scénario. Moi, je suis d'accord aujourd'hui que la Constitution, le Conseil constitutionnel, notre juridiction suprême, a tranché. Moi, en tant que Burkinabé, j'en tire les conséquences et j'essaie de voir dans quelle mesure je peux en tirer le meilleur parti. En tant que parti politique,
Je crois que le débat au sein de nos états-majors politiques aujourd'hui, c'est quoi? Comment on fait pour que nos partisans, nos électeurs puissent s'adapter à cette loi? Chercher les moyens d'amener, puisqu'il s'agit des Burkinabés de l'étranger, obliger l'État, le gouvernement, à donner tous les moyens nécessaires à ce que tout Burkinabé à l'étranger qu'il souhaite puisse disposer de sa CNIB ou de son passeport, parce que c'est important, c'est un droit. En ce moment, c'est le droit à l'identification dont on parle, ça peut prospérer. Et je pense que c'est ce travail-là que tout le monde doit faire. Je me rappelle que pendant que le débat était clos à l'Assemblée et que les recours étaient devant le Conseil constitutionnel, il y avait déjà, je crois, les partis, la majorité qui étaient déjà à l'étranger en train de rencontrer leurs militants, d'organiser, déjà de préparer le terrain psychologiquement pour ces élections. Et je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est ça. Parce que le débat politique, c'est quoi? C'est, dans le pire des cas, on va à un rapport de force. C'est-à-dire qu'on va aller à des marches, meetings, qui vont peut-être amener le gouvernement à reculer. Mais ça, je ne sais pas si... Bon, on ne peut préjuger de rien. Je ne sais pas si... Justement, l'opposition avait en tout cas prévu de faire des manifestations de ce genre, en tout cas pour obliger un peu le gouvernement à aller dans le sens de ces propositions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est opportun en tout cas d'aller vers cette forme de revendication ou de manifestation? Il nous reste une année et demie. Oui, mais aujourd'hui, Ouba l'a dit, le problème n'est pas tant juridique que politique. Sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel a donné son verdict. Il dit que la loi est conforme à la Constitution, et ce d'autant plus que toutes les parties vont à armes égales à ces élections. Ça ne veut pas dire que non, il n'y a pas d'exclusion, parce que autant vous mobiliserez vos partisans sur la base de la CNIB, du passeport, pour les amener vers les urnes. Toutes les parties, c'est à armes égales en fait. Donc aujourd'hui, le débat... Les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Personne n'est exclu dans ce jeu-là. Maintenant, comme nous sommes dans un pays de polémique, où chacun veut toujours dire qu'il a raison, même quand il n'y a pas lieu même de faire de la polémique. On a envoyé aujourd'hui le débat sur le terrain politique comme s'il y avait une volonté manifeste de cacher quelque chose. Pourtant, le citoyen qui est là voit que c'est quelque chose de relativement clair. On a dit à tout le monde, dote-toi de ton passeport et de ta CNIB. Et c'est en cela que je rejoins le grand frère Tao pour dire que le combat de l'opposition politique aujourd'hui, c'est de contraindre et le gouvernement qui gère l'ONU et la CENI de tout faire pour mettre à la disposition des Burkinabés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, qui voudraient prendre part à ces échéances-là, d'avoir leurs pièces d'identité. Si aujourd'hui on les évalue à 10 millions, vous avez dit que c'est les pièces qui sont retenues. Nous vous disons de mettre tout en œuvre pour qu'il ait ces pièces-là. Mais on a déplacé l'affaire à un autre niveau, on parle de marche meeting aujourd'hui. Non, il y a longtemps qu'on n'en a pas vu en tout cas, mais ça peut permettre quand même, ça peut permettre à chacun peut-être de jauger sa force de voir si aujourd'hui on peut encore mobiliser les gens sur la base vraiment de quelque chose. Si les marches meetings qui sont programmés vont soutenir cette idée de mettre les moyens à la disposition de la CENI et de l'ONU pour que tout Burkinabé qui le souhaite ait ces moyens de votation, je pense que tout le peuple même va sortir. Voilà. Oui, Hyacinthe. Alors, vraiment, je pense que les uns et les autres ont bien campé les défis après la décision du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas lieu autre mesure de mener le débat sur le plan juridique. Le débat sur le plan politique, pour moi, pour ce qui est fait actuellement, il est malsain. Pour deux choses. Déjà, au lendemain des différents débats, parce que tout de suite après le vote, il y a eu des débats sur les différentes chaînes. Nous avons eu des témoignages au niveau de Soubré, en Côte d'Ivoire, où il y a eu des raquettes. Parce que les policiers ont simplement dit oui, désormais la carte consulaire n'est plus valable. Ils sont basés justement sur certains arguments qui étaient brandis ici. Ça dit qu'ici, on mène un débat dont on ne mesure même pas les conséquences sur ceux-là qui sont les premiers concernés. Ensuite, aujourd'hui, à l'ONU, il y a un véritable problème.
le directeur général n'arrive pas à accéder à son bureau. Personne n'en a parlé. Aujourd'hui, les différentes parties ne veulent pas en parler avec la presse, mais ces politiques qui discutent sur les documents de vote et autres ne s'intéressent même pas à l'institution qui doit les édicter. Et cette institution doit être amenée à aller même vers les Burkinabés l'extérieur et on ne mène pas le débat. C'est-à-dire qu'on se contente de tirer chacun la politique de son côté et on laisse le fond du problème. Et je pense que c'est en cela que véritablement, il ne faut pas que l'opinion, en tout cas, et où les citoyens rentrent dans le débat politique. Ils vont à un moment donné se rendre compte que ça ne marche pas. Ils vont revenir sur les vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes dans l'application des différentes mesures. Parce qu'au-delà, il y a même la loi, comment on va la mettre en œuvre. Vous avez des États où, vous avez vu le Mali, où eux-mêmes, ils n'ont pas pu organiser les élections sur tout le territoire. Comment nous, on va aller pouvoir faire voter les Burkinabés qui sont dans ces zones-là? C'est la même chose en Côte d'Ivoire. C'est la même chose dans plusieurs autres pays dans le monde. Comment on va faire concrètement ces différentes choses? On ne rentre pas dans ces débats, on reste dans des débats politiques. Oui, c'est conforme. On a essayé d'aller sur les juridiques, ça n'a pas marché. On veut faire des marches recto verso, comme avant. Je pense que véritablement, il faut que l'opinion ne suive pas la politique, parce que c'est ça, c'est l'effet d'entraîner. Si ça marche, si les gens sont avec nous, on enchaîne. Si les gens ne sont pas avec nous, on est obligé de faire marche arrière pour suivre un peu ce que l'opinion veut. Donc, il faut affronter les problèmes concrets qui sont Et autre posés problème sérieux, en plus de ce que Hyacinthe vient d'évoquer, la question de l'ONU, il y a même la question de l'accès en 2020 aux médias. L'opposition n'a rien dit jusque-là. C'est un conseiller spécial qui est dans l'organe aujourd'hui du président du Faso, qui est dans l'organe de régulation. Le président du Faso dit qu'il sera candidat. Son conseiller spécial est actuellement... Son ex. Bon, son ex, voilà, si vous voulez, son ex conseiller spécial est aujourd'hui président de l'institution chargée de la régulation. Vous prenez les médias publics. Le plus grand groupe de médias, il est dirigé par qui? Allez-y comprendre qu'il y a des problèmes de fond. On ne doute pas peut-être de la sincérité des acteurs qui sont là, mais l'opposition devait quand même s'attacher des garanties pour dire qu'en temps opportun, nous voulons des garanties qu'en temps opportun, on ne va pas nous dribbler sur ce terrain-là. Mais on vient poser un débat qui n'a pas lieu d'être. Les vrais problèmes qui sont posés, comme Hyacinthe l'a dit, il y a l'ONU qui est là, qui ne fonctionne plus, ça ne vous dit absolument rien. Il y a un dispositif qui a été mis en place, des régulations qui ont été mises en place, qui vous attend en 2020, ça ne vous dérange autre mesure. Et c'est une question de cadre consulaire mais vraiment, mais là, ça c'est une question de voix, d'électeurs directs. Mais c'est extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire. Là où c'est malsain, c'est que quelqu'un qui pouvait avoir accès à l'eau, à l'électricité, au service des banques, avec sa carte consulaire, et qui circulait normalement, avec le débat, vous le faites raqueter, et vous remettez en cause une certaine validité de cette carte, voilà. Et ça plombe la personne. Si la personne n'est pas dans un état de confort, qui perd cet état-là, en quoi sert le vote? Non, mais le débat si quelqu'un qui est raquetté parce qu'on lui dit que la carte consulaire n'est plus valable, il circulait tout simplement avec avant. Donc, oui, vous avez créé mais le politique, je pense que dans tout... C'est pas de nature, en fait, à l'encourager demain, même à participer au processus. Dans tous les partis, en tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit officiellement que la carte consulaire biométrique qui est possédée en tout cas actuellement par nos ressortissants à l'étranger est invalide ou pourtant, ça a été dit sur vos plateaux. Oui, on a dit que ça ne peut pas servir de document de votation, mais pas dit que ce n'est pas valide. C'est pour cela qu'il faut qu'on fasse attention. Et moi, ça, c'est de la responsabilité des politiques. Parce qu'effectivement, comme Hyacinthe dit, ils exposent leurs propos qui sont souvent, entre guillemets, irresponsables, exposent nos compatriotes. Mais ce qu'il faut, la base, c'est quoi? La carte consulaire, c'est un accord entre États. Donc, le racket, c'est vrai, ça c'est les effets secondaires de ces discussions qu'on a ici. Mais aujourd'hui, vous êtes un pensionnaire en Côte d'Ivoire. Si vous allez récupérer votre pension avec votre carte consulaire, vous prenez votre pension. Ça, ce n'est pas encore remis en cause. Mais le policier qui a besoin de se remplir les poches, lui, il va le faire parce que... C'est quelqu'un qui lui a donné ce... D'accord. Alors, on ne va pas s'éterniser sur ce débat. On va avancer parce qu'on est pris par le temps. On va parler de cette décision du ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme de procéder au retrait des parcelles non mises en valeur dans la zone des activités commerciales et administratives Zarka de Ouagadougou. Alors, dans un délai d'1 mois, si les acquéreurs ne se conforment pas aux règles des cahiers des charges. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision
de ce département ministériel. Hyacinthe. Je pense que, comme on dit souvent, on attend ce genre d'action. Vraiment, je pense que pour une fois, il faut en tout cas le saluer. Quand il le faut, il le faut. Pour moi, en tout cas, c'est pour ceux qui ont en tout cas déjà eu à traverser ou à fréquenter en tout cas la zone, on sent vraiment le projet en souffrance. Des terrains nus transformés en dépotoirs, des vieux chantiers laissés donc en souffrance. Depuis 2000, des personnes sont engagées donc à payer, à finir le paiement en 2013 et à mettre en valeur en 2018. Jusqu'à présent, le terrain nu, c'est devenu un dépotoir, c'est une autre chose. Parce que, en tout cas, quand l'État s'assume pour donc mettre ne serait-ce qu'un ultimatum, c'est ce qui a été fait pour 1 mois. Je pense qu'en cela, il faut le saluer. Il faut donc espérer que ça se traduise. Ce n'est pas le projet Zaka seulement qui est le seul en souffrance aujourd'hui en termes d'urbanisation ou d'habitat au Burkina. Il faut travailler sur ce que les gens tiennent leurs promesses, tiennent leurs engagements, parce que souvent, en tout cas le plus souvent, il y a des cahiers de charges dans ce genre de projet. Vous prenez un engagement, si vous ne le tenez pas, l'État doit sévir. Et je pense qu'on doit espérer, avec la décision, donc, que dans 1 mois, on verra réellement. Donc, en tout cas, plus de 80 hectares, 85, je crois, il n'y a que 25% en tout cas des projets qui ont été réalisés. Le reste donc est en souffrance, comme on le dit. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça sera la bonne? Parce qu'il y a déjà eu des textes de ce genre, des rappels à l'ordre. Zoubaviel. Bon, moi je pense que l'urbanisation de Ouagadougou a longtemps souffert des accointances entre les personnes. Vous aviez des gens qui militaient dans le même parti et qui, d'une manière ou d'une autre, acquéraient ce terrain-là avec des promesses de mise en valeur et qui ne sont jamais faites, personne n'a jamais rien dit. Donc je pense que pour une fois, si le gouvernement décide de s'assumer sur cette question et de contraindre les gens, soit à la mise en valeur ou au retrait, c'est une très bonne chose. Et c'est d'autant plus que quand on va dans d'autres villes, dans la sous-région, quand on regarde Ouagadougou, on se demande si vraiment il y a un plan d'urbanisation. Si vous allez trouver dans un centre-ville des dépotoirs d'ordures, vous vous demandez est-ce qu'il y a bien un plan en la matière. Donc je pense qu'ici, il est temps que les gens laissent tomber ces histoires d'accointance et autres-là et passer à de vraies mesures. Et ce n'est pas une question de Ouagadougou seul, de la zone Zaka seule. Vous avez Ouagadougou, une bonne partie de Ouagadougou est parcellée, attribuée et qui n'est pas construite. Pendant ce temps, ces parcelles-là sont là, non mises en valeur et la ville s'y étend à perte de vue. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut recentrer les choses de sorte à ce que nous ayons une ville aérée, nous ayons une ville quand même qui a un visage vraiment moderne, quoi. Donc ici, sur le gouvernement, mais maintenant, le tout n'est pas le retrait. Quand on va retirer, qu'est-ce qu'on va en faire? Aller donner encore peut-être à des amis et puis peut-être à un moment donné, il faut vraiment que ce soit un processus mûri avec des gens qui sont prêts à prendre et prêts à la mise en valeur. Sinon, on va peut-être dans 10 ans encore venir parler encore de retrait parce qu'on a pris pour X, donner à Y parce que c'est un ami et puis bon. Et le problème demeure, oui. Alors, moi, avec ça, je suis d'accord. Pour une fois, il y a une décision qui semble ferme. Mais il faut qu'on... On va faire le décompte. Voilà, un mois. Je trouve que le délai il est trop court. Parce que pour investir dans la zone Zaka, ce n'est pas 10 millions, ce n'est pas 15 millions. Même ceux dont les terrains ont été transformés en dépotoirs, si vous les dites de débroussailler, de commencer à clôturer, c'est... Bon, le mois, c'est pas juste pour les investissements. Faire approuver le projet et faire les demandes de prendre les permis de construire. Ça, c'est déjà manifesté Voilà, en tout cas. une volonté. Une volonté, ok, donc, moi, personnellement, je trouve qu'un mois, ça va être juste. Et peut-être qu'on sera obligé de donner une prorogation parce que les propriétaires ils se comptent par dizaines, hein, c'est pas 1, 2, 3 personnes. Donc, par rapport au délai, j'ai une petite réserve. Et puis, je me demande si en amont, il y a eu ce travail-là qui a été fait. Parce que vous savez que souvent, les gens achètent les parcelles. Vous savez que les parcelles, ça ne pourrit pas. C'est un jachère et puis ça prend de la valeur. Aujourd'hui, le terrain qui coûtait 200 millions à Zaka, si vous allez, c'est 600 ou 700 millions. Donc, il faut retrouver ces problèmes. Et je me demande s'il y a ce travail-là qui a été fait déjà en amont pour dire aux gens, voilà, nous, on veut que vous sortiez du bois, parce que souvent, c'est des gens qui ne veulent même pas se faire voir. Mais voilà, on va prendre l'ensemble des décisions pour que
la zone soit viabilisée, surtout que ça commence à devenir un dépotoir. Et Mais ici, la sortie du bois, c'est cette menace-là. Oui, mais justement, si tu veux ton terrain, si tu es ça obligé de surprend des gens, mais peut-être le problème, c'est la difficulté. 18 ans après, on Si ça- ne peut pas non, être surpris mais par un projet. c'est possible que dans la mise en œuvre de cette décision-là, il y ait des difficultés. C'est pas exclu. Bien sûr, bien C'est sûr. pas exclu. Mais déjà, il faut saluer le fait que on a donné le ton. On dit bon, il faut que ça change. Il faut que les gens se mettent à jour et qu'on commence à effectivement tenir les promesses sur lesquelles on s'était engagé. oui, Ouba. Donc, quand j'ai vu le communiqué, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était la question du délai aussi, comme Tao le disait tout à l'heure. Mais effectivement, j'ai compris qu'on leur donnait un mois pour ne serait-ce qu'actualiser leur projet et puis relancer les démarches administratives. Je peux dire que c'est faisable. Mais tout est-il qu'une chose est de faire une communication publique, mais une autre aussi, de mon point de vue, aurait pu consister à faire une démarche beaucoup plus, comment je vais dire, voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'on connaît ces personnes-là? On doit avoir une sorte de répertoire de ces gens-là. Est-ce qu'il y a eu un contact direct? Est-ce que les personnes ont été contactées d'une certaine manière ou bien c'est juste le communiqué qu'on a sorti pour tout Burkinabé pour informer que si vous avez une parcelle à la Zaka, c'est le moment de venir mettre en valeur la parcelle. Or, moi, je pense que le ministère doit disposer plus ou moins de ce répertoire-là et voir d'ailleurs s'il est actualisé parce qu'effectivement, quelqu'un possédait une parcelle, on ne sait plus si la parcelle est toujours la propriété de la personne ou bien si un temps s'est passé entre les mains d'une autre personne. On peut faire toutes ces vérifications-là avant de passer justement à des ultimatums. Donc, j'imagine qu'il y a un travail de soubassement en profondeur qui aurait dû être fait. Peut-être que le ministère l'a fait. Personnellement, je l'avoue, je n'ai pas fait aucun travail de vérification, mais je pense que c'est un travail qui est important. Mais d'une manière générale, les projets au Burkina, c'est comme ça traîne. Moi, on me parle de Zaka. Je suis très préoccupé par l'aéroport de Donsin, qui a 10 ans aussi. On aurait pu assister au premier vol de l'aéroport à l'aéroport de Donsin. Pendant que l'aéroport international de Warou, qui est ici, est dépassé, plusieurs fois rénové, mais on n'arrive pas à atteindre le standing international. À peine si on respecte les normes. Il y a un projet de rénovation en cours. Très bien. En 2011, je suis allé faire un reportage à l'aéroport de Donsin. Je pensais arriver à trouver des machines, des immeubles qui poussent. Et je suis arrivé, c'était la bourse. J'ai vu des paysans qui cultivaient. Je me suis renseigné, je cherche l'aéroport de Donsin. On m'a dit, vous êtes à l'aéroport de Donsin, pendant que le paysan est en train de cultiver. Exactement. Tout ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'était commencer à déguerpir des gens, à les dédommager. En 2018, tout de suite, nous venons de faire encore un reportage à l'aéroport de Donsin. Et je vous dis, de 2011 à 2018, si c'est sur le terrain là, rien n'a changé à l'aéroport de Donsin. On est toujours dans le processus de dédommagement, c'est ça qu'on est en train de clôturer. Mais c'est impossible. À la date d'aujourd'hui, le premier avion devait avoir décollé à l'aéroport de Donsin. Qu'est-ce qu'on fait? Donc l'État même, en tant que tel, n'arrive pas à respecter ses projets, ses engagements en matière d'infrastructure. Donc, au stade de l'individu, ne soyez pas étonnés que ça soit pratiquement la même chose. D'autant plus que souvent, c'est les mêmes individus, hein, les mêmes dirigeants là, ceux qui possèdent les parcelles là où vous savez. Ouaga 2000 même a besoin véritablement de terminer sa mise en valeur. Allez-y à Ouaga 2000. Il y a plus de parcelles non mises en valeur que de villas construites, ou bien en tout cas inachevées. Qu'est-ce qu'on en dit? Et même quand vous rentrez dans les quartiers les plus anciens de Ouaga, vous allez trouver quelque part quelqu'un qui a laissé sa parcelle. Oui. Vous demandez, mais cette personne-là, c'est qui? Pour qu'il y ait une parcelle qui donne là depuis 20 ans, 30 ans, où on n'a pas construit. Donc, il y a tout un travail, véritablement, ce cadastre foncier dont on parle là, qui doit être fait pour que les gens soient suivis. Parce qu'une parcelle, effectivement, quand vous l'avez acquise, c'est pour une destination bien précise, avec des délais. Avec un cahier de charges. Quand vous ne le respectez pas, il faut peut-être remettre au propriétaire. Ok, on a bien compris. En tout cas, vos différents points de vue sur le sujet. On va parler d'un autre sujet actuellement parce qu'on est déjà pris par le temps. On va parler de cette opération de collecte de fonds qui a été lancée par le ministère en charge de la solidarité nationale pour soutenir les personnes retirées de la rue, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Alors, l'opération a besoin d'argent. Alors, comment vous percevez en tout cas cette actualité
en tout cas ce processus qui a été lancé par Madame la ministre pour venir en tout cas en aide à son projet de retrait des enfants en situation de rue Tao? Bon, moi, si on reprend le projet depuis le début, avec toute la polémique qu'il y a eu, effectivement, en cours de mise en œuvre, on demande à ce que les Burkinabés mettent la main à la poche, on demande la solidarité des gens. Ça peut paraître un peu, j'allais dire bizarre entre guillemets, qu'à ce stade-là, on demande, à peine un mois, on demande le soutien des Burkinabés. Moi, j'aurais peut-être compris que le gouvernement fasse le boulot sur un an, et puis à un moment, on fait le bilan, on dit, ah, voilà, on a tel nombre de personnes, d'enfants qu'on a retirés de la rue, ils sont dans les centres. Les centres ont besoin d'être soutenus pour leur fonctionnement parce qu'il y a la nourriture, il y a des métiers qu'ils apprennent, on a besoin d'outillage, etc. Il y a la santé. Et moi, j'aurais compris peut-être cette démarche. Maintenant, il faut que le gouvernement explique très bien parce que tout le monde ne comprend pas que subitement on demande de l'argent. Et ça donne l'impression effectivement qu'il y a une sorte, entre guillemets, d'impréparation qu'on a commencé alors qu'on n'avait pas l'argent. Mais peut-être aussi que dans les plans du gouvernement, cette stratégie de collecte publique de fonds était prévue dans leur projet. Mais pour ça, il faut qu'ils nous expliquent sereinement ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement par cela, pour ne pas donner l'impression qu'ils naviguent à vue comme l'opinion le pense. Oui, Hyacinthe. Alors juste, j'ai eu peut-être la chance de recevoir la ministre justement ce matin avant de venir sur mon plateau. Et donc ça a été... c'est pour ça que j'ai du mal à en profiter. Mais juste pour expliquer, parce que ça m'a permis justement de poser certaines questions, de comprendre certaines choses. Déjà, c'est un projet qui est inscrit dans le programme présidentiel et qui a été commencé depuis donc avant son arrivée, mais qui avait du mal à avoir une certaine impulsion. Elle est venue peut-être avec sa touche et donc qu'elle a apporté. Ensuite, pour ce qui est de l'opération de collecte de fonds, il ne s'agit pas que les caisses sont vides actuellement. C'est justement dans le cadre de l'anticipation, en tout cas selon les explications du ministre, c'est le cadre de l'anticipation, parce qu'il y a 3 phases qui sont prévues dans le cadre de ce qui est des sorties pour aller donc recueillir les personnes vivant dans la rue. Mais il y a tout ce processus-là après pour donc travailler à la maintenir dans les centres, travailler à leur réinsertion professionnelle qu'il faut anticiper en recherchant des fonds. Et aussi la collecte de fonds vise à susciter quelque part une implication de la société burkinabé dans cette action. Pour qu'on ne pense pas que c'est juste une action qui est menée par le gouvernement et pour donc une certaine tranche de personnes. Je ne suis pas concerné, donc je ne m'en mêle pas. Donc je pense que voici en tout cas ce qui est posé comme explication. Maintenant, faisant une analyse de cette opération, moi il y a 2 choses qui ressortent qui pour moi doivent être corrigées avant toute autre chose. La première chose, c'est qu'aujourd'hui on appelle à une collecte de fonds, on appelle à que tout le monde soit impliqué, mais on se rend compte que dans le fonctionnement, étant donné qu'il y a l'implication de d'autres ministères, il y a des factures que le ministère de la Solidarité nationale doit gérer envers ces ministères-là. Je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut que tous ceux qui sont impliqués en termes de ministère, même si ce n'est pas le ministère en charge de la Solidarité nationale, puissent travailler gratuitement d'abord avant que nous, simples citoyens, nous puissions apporter notre touche. C'est-à-dire qu'il faut travailler en tout cas à ne pas quitter, parce que c'est tout ça qui augmente les frais à gérer. Parce que les perdièmes qu'il faut payer. Exactement, tout ce qui a comme contribution donc, en termes d'apport de personnes, de ressources, de matériel. Donc je pense qu'il faut déjà travailler sur que tous ceux qui interviennent puissent en tout cas avoir juguler en tout cas cette donne financière. Ensuite, il y a malheureusement aujourd'hui, en tout cas, un conflit qui est latent et qui est présent entre le ministre et un syndicat de son ministère, le syndicat Syntas. Et je pense qu'on ne peut pas travailler vraiment. On a besoin de toutes les mains pour soulever donc, la charge. Donc, on ne peut pas travailler sans qu'il y a des gens qui sont... donc, il faut travailler à mener le dialogue social. J'imagine qu'il y a des points à vraiment travailler autour d'une table, donc il faut forcément le traiter. Oui, Zoubaviel, très rapidement. Moi, je pense que d'abord, l'initiative en elle-même, elle est noble. Parce que vous ne pouvez pas être dans une société où vous évoluez pour laisser une partie qu'on peut même sauver à moindre coût. Donc je pense que l'initiative elle-même, elle est noble, mais c'est l'impréparation, ou du moins cet amateurisme qui l'entoure actuellement, qui moi m'effraie.
C'est-à-dire que vous faites sortir des enfants de la rue, c'est une bonne initiative, on veut leur donner un avenir. Et après un temps, on se rend compte que c'est comme s'il n'y a pas eu d'études avant et la prise de décision. Donc c'est en cela que moi je dis, et avec Hyacinthe, que la ministre ne peut pas évoluer en autarcie dans un tel projet. Le projet il est très vaste et elle n'est que la personne pilote. Ceux qui sont chargés de l'accompagnement de ces enfants-là, c'est qui? C'est son personnel et peut-être d'autres volontés. Il faut s'asseoir avec les acteurs sociaux parce que ces derniers temps, c'est comme si peut-être les syndicats n'ont pas bonne presse auprès de certains dirigeants qui refusent systématiquement le dialogue. Il faut convoquer le SYNTAS, s'asseoir avec eux, discuter de la faisabilité de la chose. Et après, on a vu un peu à l'orphelinat je pense que c'est Lumbila Sézignaré encore, où en son temps, au temps de l'ancien régime, où il y avait des entreprises, de grandes entreprises nationales qui mettaient la main à la pâte en prenant en compte un certain nombre de choses, que ce soit peut-être pour le matériel de couchage, que ce soit pour les vivres, la scolarité et même peut-être les équipements, dans ce cas précis, les équipements pour permettre aux enfants d'apprendre des métiers. Je pense qu'ici, les Burkinabés peuvent mettre la main à la pâte. Ce n'est pas ça qui pose le problème, mais peut-être que c'est la manière dont on articule le projet. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme on est habitué à des grands forats au Burkina, il faut organiser peut-être une nuit de l'enfant, je ne sais pas quoi. On va essayer, chacun va essayer de mettre peut-être la main à la pâte. Et voilà. Ouais, bon, ça va être un débat. Je sais pas. Il faut louer des salles, il faut payer la nourriture. Voilà. Non, je comprends. Non, c'est peut-être une idée que je mets comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, il faut impliquer vraiment tous ceux qui peuvent mettre la main à la pâte. Il ne faut pas laisser dire les grands argentiers, il ne faut pas laisser seulement les gens venir financer vos matchs de football qui peut-être ont provocation. Les sportifs vont t'attendre, je pense, à la fin. Hein. Alors, on va donner la parole à Woba très rapidement parce qu'on est pris par... C'est un projet qui me séduit quand même. Et en plus, pour l'avouer, quand j'écoute la ministre, moi je dis qu'elle défend bien son projet. Ce qui est seulement embêtant, c'est justement ce quoi qu'il y a entre elle et puis une bonne partie de son ministère, parce que le syndicat, quand même, c'est un acteur très important dans un département ministériel. Et s'il y a des conseils à donner au ministre, c'est de tout faire pour qu'il y ait effectivement cette entente-là entre le syndicat et puis elle pour bien conduire à terme son projet. Cela sera très important. Par rapport aux contributions qui est demandées, ça c'est parce qu'on n'est pas une bonne société et il n'y a pas cette confiance entre les citoyens et puis les gouvernants. Sinon, quand on dit ministère de l'action sociale là, et de la solidarité nationale, moi je pense que c'est un ministère qui devait pouvoir même se passer du budget de l'État. C'est même des cotisations. Mais un tel ministère même, sans les cotisations là, ça devait être tellement régulier pour ce ministère-là, permanent. Parce que c'est pour prendre en charge les inondés, les victimes de ceci et de cela. C'est comme une sorte de CNSS. Donc les cotisations, pour moi, pour un tel ministère, ce n'est pas un problème. Mais il y a problème justement parce qu'il n'y a pas cette confiance-là. On a abandonné cette culture de solidarité même au Burkina. Et aujourd'hui, c'est l'un des ministères les moins dotés. Et il y a 2020 qui approche. Vos cotisations peuvent servir à autre chose. C'est comme tu le dis, il n'y a pas la confiance qui règne alors ça, c'est bien dit. Entre les gens. La ministre, en tout cas, lors de sa conférence de presse, a fait savoir que des dispositions sont prises, en tout cas, pour permettre une bonne gestion de ces fonds. On n'est plus par le temps. On va parler très rapidement de la République démocratique du Congo. En 3 minutes, Tao, on sait que la liste des candidats pour les élections du 23 décembre 2018 a été publiée par la CENI. 6 dossiers ont été recalés, dont celui de l'opposant Jean-Pierre Bemba. Alors, est-ce que vous pensez que dans ces conditions, cette présidentielle peut s'organiser dans la sérénité? Bon, si force doit rester à la loi, en tout cas, elle peut s'organiser dans la sérénité parce que Bemba a déposé un dossier qui a été recalé. Il a, je crois, 48 heures pour faire un recours. Et là, je crois, juridiquement, la décision va tomber dans la semaine et on verra quelle attitude il va adopter. Moi, quelqu'un qui a déjà fait la guerre, je ne le vois pas en train de refaire la guerre. Il est échaudé. Il est échaudé, il a fait 10 ans choses à la CPI. Et je pense que
c'est un homme politique aussi. Il peut rebondir d'une façon ou d'une autre. On dit que Kabila a fait fin de quoi à ses adversaires. Peut-être que lui aussi, il peut trouver une alternative à sa non-candidature et soutenir peut-être un candidat de l'opposition qui va représenter ses intérêts. Oui. Alors, moi, je pense que sur ce coup-là, Kabila est un génie politique, il faut le dire. Parce qu'au sommet de la CEMAC et de Windhoek, il a dit que c'était un au revoir, pas un adieu. Et il a créé aujourd'hui les conditions pour que ce soit vraiment un au revoir. Parce que le fait d'avoir rejeté Katumbi ne fait pas partie, c'est un opposant sérieux. Bemba ne fera pas partie. Félix Tshisekedi est aujourd'hui l'ombre de son père. Il crée aujourd'hui les conditions d'une crise préélectorale. Et si les gens jouent à ce jeu, les élections n'auront jamais lieu et lui va rester. Et si dans le cas contraire, si les élections ont lieu, les candidats les plus sérieux ne seront pas là. Donc je pense qu'ici, il a avec lui un fin communicateur, Lambert Mende, qui trouve toujours les mots pour justifier ce qu'il fait. Donc à cela, je pense que... Mais quand on regarde la loi, hein, parce que je pense que Bemba a été condamné donc pour subordination de témoin, alors que la loi de la CENI dit qu'il faut rejeter la candidature, en tout cas de ceux qui ont été condamnés pour corruption. Oui. Non, oui, justement, je pense que ça fait partie des arguments qui ont 10 secondes, prévalu à parce la qu'on nous dit décision. que nous sommes au terme de l'émission. J'espère que je pourrais finir, moi, juste pour dire que ça fait partie éventuellement des arguments qui ont prévalu à l'annulation de sa candidature. Mais il y a une chose qui est là pour moi, qui est importante à observer, c'est maintenant la posture qu'il va prendre. Parce qu'on a le dauphin de Kabila qui est plus ou moins sur un tapis rouge, mais comment va réagir l'opposition? Est-ce qu'ils vont se grouper? Tous ceux qui ont été donc écartés vont éventuellement soutenir un candidat comme Tshisekedi ou autre dans l'opposition pour permettre d'avoir une candidature assez forte? C'est ça qu'il faut maintenant observer. C'est ça qu'il faut observer. Le dernier mot à Tao en 30 secondes pour boucler. Moi, j'ai peur seulement des cartes non dévoilées de Kabila. Quelqu'un qui a déjà fait autant de morts, parce que c'est quand même énorme la crise qu'on a connue avec tous ces morts-là, et qui du jour au lendemain nous surprend tous en disant qu'il n'est pas candidat. Je me demande bien s'il a dévoilé toutes ces cartes. C'est peut-être un peu ce que Zubaviel est tenté de dire. Donc espérons pour la RDC que ça va être une sortie de crise et non le début d'une crise. Merci à tous en tout cas pour vos contributions. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient tout à l'heure à 13h dans une présentation du journal par Marguerite Douaneau. Bonne suite des programmes.